Coucou les petits angoissés, on se retrouve aujourd'hui pour une rencontre du troisième type. Allez, c'est parti. Alors, nous sommes le 5 novembre 1975. Nous allons aborder le cas de Travis Walton. Alors Travis et 6 de ses collègues du service des forêts rentrent en camion après une journée passée à couper du bois. Couper du bois du côté de Snowflake, domaine forestier situé à 240 km de Phoenix dans l'Arizona. Vers 18h, il commence à apercevoir une puissante lueur à travers les arbres. Paniqué, ce qui est tout à fait normal, le chauffeur arrête le camion à une trentaine de mètres de la lumière. Travis, malgré les mises en garde de ses collègues, décide d'aller voir de plus près. Alors déjà, Travis est courageux, et il est alors frappé par un rayon lumineux bleuté et il s'écroule. Terrifiés, ses collègues quittent immédiatement l'endroit aussi vite que le permet le camion. C'est-à-dire qu'ils abandonnent Travis. Travis, on s'en fout, on se sauve. Après avoir parcouru quelques centaines de mètres, Mike Rogers, le chef de l'équipe, voit une forte lumière les survoler à quelques mètres au-dessus des arbres et disparaître. Au moment où les hommes décident de revenir sur le site de l'observation, parce que quand même ils ont peut-être eu un peu de remords, ils décident de faire demi-tour, de revenir, mais Travis, lui, a disparu. Aussitôt prévenus, les autorités locales lancent des recherches pour retrouver Travis Walton. Les autorités ne croient pas à cette histoire d'enlèvement et le shérif, lui, pense que les compagnons de Travis Walton tentent de camoufler son assassinat. Alors lui, il croit qu'ils ont fait un coup ensemble et qu'ils l'ont assassiné. Bref, pendant 5 jours, la police, aidée par plusieurs dizaines de volontaires, organise des battues pour retrouver Travis Walton. Sans succès. Pendant la battue, des tests de radioactivité sont réalisés en vain sur le terrain, donc aucune trace de radioactivité. Mais par contre, des radiations sont présentes sur l'équipement des compagnons de Travis. Après 4 jours de recherche, le 9 novembre, les rumeurs du meurtre de Travis par ses camarades commencent à circuler parmi la population, ainsi que les autorités. À ce moment-là, on penche pour un crime maquillé en une genre de rencontre du troisième type. C'est alors que le shérif décide de faire passer les compagnons de Travis au fameux détecteur de mensonges. De nombreuses caméras de télévision filment la scène, parce que oui, alors en plus il y a la télévision. La personne chargée de réaliser le test polygraphique, qui est aussi le nom donné au détecteur de mensonges, était l'une des meilleures de l'Arizona. Alors 5 des collègues de Travis passent le test. Le dernier, lui, il refuse de s'y soumettre. Le résultat est sans appel, les 5 personnes étant jugées sincères par le détecteur de mensonges. Le 10 novembre, en fin de journée, le beau-frère de Travis Walton reçoit un appel téléphonique en PCV. En PCV, ce qui signifie que la personne qui l'appelle ne paye pas l'appel, c'est celui qui le reçoit. Il s'agit de Travis Walton, qui l'appelle d'une cabine publique à quelques kilomètres de là. On le retrouve sur place, désorienté et en état de choc. Apparemment amaigri et déshydraté, comme le confirmera un examen médical ultérieur. Alors Travis racontera l'histoire suivante. Après avoir perdu connaissance sur la route, il se réveilla dans une pièce, entouré de 3 créatures d'1,50 m, qu'il décrira comme ressemblant à des fœtus. Pris de panique, il poussa violemment les 3 créatures et tenta de s'échapper de la salle par la porte. Il déboucha dans une autre pièce, plus grande, où se trouvait un siège ainsi que plusieurs leviers de commande. Une créature, de forme beaucoup plus humaine et portant un casque, entra alors et guida poliment Walton vers une autre pièce, refusant toutefois de répondre à toutes les questions que celui-ci lui posait. À peine entré dans la nouvelle pièce, on lui passa un masque respiratoire sur le visage et il perdit de nouveau conscience. Lorsqu'il revint à lui, il eut juste le temps de voir l'OVNI disparaître. Walton a également subi le test du détecteur de mensonges avec la même personne que pour les 5 camarades, et sa sincérité a également été reconnue. Depuis 1975, aucun de ces hommes n'a changé sa version des faits. Et c'est en 1993 que l'autre camarade qui avait refusé le test a décidé de le faire finalement. Le résultat était conforme à ceux obtenus avec les collègues. Néanmoins, un détecteur de mensonges, rappelons-le, n'est censé qu'indiquer l'insincérité de celui qui y est soumis. C'est-à-dire que si ce dernier est convaincu de ses dires, ça ne prouve rien
à leur véracité. Bon, maintenant on va passer aux arguments sceptiques. Alors Travis Walton et ses collègues furent soupçonnés de toxicomanie. Ils reconnurent publiquement consommer occasionnellement du cannabis. On soupçonna Travis Walton d'avoir inventé toute cette histoire dans un but mercantile de publication. C'est-à-dire qu'après, il pouvait éventuellement se faire beaucoup d'argent avec les récits qu'il aurait donnés en interview à des journalistes, soit pour la télévision, soit pour des journaux. Travis Walton avait déjà été condamné en 1971 pour émission de faux chèques. Alors Philip Klass assure que l'enlèvement de Travis Walton n'était qu'une astucieuse mise en scène imaginée par Michael Rogers, l'employeur de Travis Walton, celui-ci étant dans l'impossibilité d'honorer le contrat dans lequel il s'était engagé. La date butoir approchait et il restait encore plusieurs hectares à éclaircir. Il faut savoir qu'aux États-Unis, un contrat peut être dénoncé si le travail s'effectue dans des conditions de sécurité inacceptables. Le prétendu enlèvement fournissait donc à Michael Rogers, le patron de Travis Walton, un motif légal pour rompre son contrat. Selon un des psychiatres qui examina Travis Walton, Travis n'aurait pas été enlevé mais aurait connu une expérience liée à un état psychotique particulier. Sur les lieux de l'incident, aucune trace n'a été découverte. Il faut savoir aussi que les Walton ont monnayé leur histoire à différents journaux, différents reportages ont été faits sur eux et tout ça était bien sûr moyennant finance. Bon, alors c'était l'histoire de Travis, on en conclut ce que l'on veut. Pour moi c'est un peu tiré par les cheveux, il y a beaucoup d'éléments qui prêtent à croire franchement que c'était un canular. Bien sûr ils n'ont pas changé de version, mais ça ne prouve rien. À vous de me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, je vous lirai comme à mon habitude. À bientôt mes petits angoissés!